Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro spécial d'Ailleurs dans le monde. Emmanuel Macron est arrivé mercredi à Libreville pour une tournée de 4 jours en Afrique centrale destinée à ouvrir une nouvelle ère dans la relation entre la France et le continent où le ressentiment anti-français ne cesse de croître. 2 jours avant ce 18e déplacement en Afrique, depuis le début de son premier quinquennat en 2017, Emmanuel Macron a exposé depuis Paris sa stratégie africaine pour les 4 ans à venir. Alors que faut-il retenir et comprendre du discours du président français? Quelles sont les raisons de la colère des Africains? Pour en parler, je reçois l'ancien Premier ministre de la France, M. Jean-Pierre Raffarin. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour madame et bonjour à tous. Alors, Abidjan abrite depuis le 27 février 2023 une formation de haut niveau à l'endroit des jeunes et cadres ivoiriens. C'est une initiative de l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly avec l'appui de la Fondation Leaders pour la paix. Quelle est votre participation à cet événement? Je suis le président de Leaders pour la paix, c'est-à-dire un groupe de 40 personnalités, 10 anciens premiers ministres, 10 anciens ministres des Affaires étrangères, 10 diplomates et 10 entrepreneurs. Et ensemble, nous faisons en sorte que nous participons au développement de l'esprit de paix et notamment nous voulons construire une pédagogie de la paix. Et nous avons développé une école itinérante de la paix. Nous en sommes à notre 3e édition et pendant une semaine, on forme une centaine de jeunes ivoiriens à l'idée de paix. Alors il y a des Africains, des Asiatiques, des Américains, des Européens. On est vraiment une organisation multilatérale et internationale et on essaie en fait de développer ce qu'est l'esprit de paix. Il y a des écoles de guerre partout et il n'y a pas d'école de paix. Oui, mais est-ce que la paix, ça s'enseigne? Bien sûr, ça s'enseigne. Le respect de l'autre, c'est très important. La diplomatie, les relations internationales, le fait que la dignité de l'autre est très important. La violence, elle vient souvent quand on s'attaque à la dignité de l'autre. Et au fond, on voit bien que la question du genre, la place des femmes aujourd'hui, la place des inégalités aujourd'hui, un certain nombre de sujets sont source de violence. Vous savez, pour nous, la violence et la guerre sont en fait des sœurs jumelles. Et quand on encourage la violence, on encourage aussi la guerre. Car à un moment ou à un autre, les choses deviennent belliqueuses et à ce moment-là, elles ne sont plus contrôlables. Quand la guerre commence, la nature humaine commence à être détruite. Et ça, c'est quand même très important. Pensez, nous, Français, qui avons vu cette Allemagne que nous aimons, cette Allemagne formidable, mais qui a été une Allemagne intellectuelle, culturelle, qui adorait la musique et qui est devenue nazie comme elle est devenue. On peut se dire que la guerre détruit tout, y compris l'âme des peuples. Et donc, il faut lutter contre la violence, et pour ça, il faut respecter les autres. Et ça s'apprend. Il y en a qui travaillent la guerre, ils travaillent tous les points de la guerre, et nous voulons travailler tous les points de la paix. Et les jeunes Ivoiriens qui aiment la politique, qui sont engagés, qui sont enthousiastes, ils aiment cette réflexion. Alors, merci pour eux. Maintenant, on va s'intéresser à l'actualité parce qu'on va profiter bien évidemment de votre présence pour revenir sur l'actualité brûlante. Et ces dernières années, c'est vrai que le sentiment anti-français a pris de l'ampleur dans plusieurs États africains, notamment les anciennes colonies, mais pas uniquement. Déjà, comment l'expliquez-vous? Oh, c'est très difficile. D'abord, bon, je veux dire que pour un certain nombre de Français, nous le vivons très mal parce que nous sentons bien qu'on a un lien de fraternité avec l'Afrique. Non seulement on a une histoire, quelquefois douloureuse, mais une histoire douloureuse, c'est une histoire. Ce sont des liens. Et puis, on a la conscience de l'avenir. Moi, je fais partie de ceux qui pensent que jamais l'Europe ne sera heureuse dans l'avenir. Pour mes petits-enfants, si l'Afrique est malheureuse, on a une communauté de destin. Et donc, au fond, toute cette difficulté aujourd'hui, personnellement, ça fait très mal. Donc, il faut essayer de comprendre. Et donc, on peut comprendre aussi par des phénomènes qui sont des phénomènes de politique internationale. C'est vrai, quand je vois des gens qui font confiance au groupe Wagner, je dis tiens, c'est la guerre de l'Ukraine qui se prolonge aujourd'hui en Afrique, et si on pouvait chasser les Français et les Européens d'Afrique, c'est le moyen aussi de renforcer la Russie. Donc il y a un certain nombre de sujets qui ne sont pas fondamentalement sincères. Mais je crois que l'Afrique a des aspirations, il faut les écouter, et je trouve que le président de la République, Emmanuel Macron, a trouvé un peu la ligne d'avenir, un peu moins de soldats, un peu moins de militaires et beaucoup plus de développement. Et c'est ça la ligne nouvelle.
On va revenir sur son discours et ses propos, mais là, justement, et c'est quelque chose qu'on entend régulièrement émanant des Français, c'est cette idée selon laquelle que les Russes sont à la manœuvre derrière ce désamour. Vous pensez vraiment que les Africains n'ont pas des reproches directs à émettre à l'endroit de la France sans passer par une quelconque manipulation russe? Bien sûr qu'il peut y avoir des reproches directs. Et il est normal qu'il y ait des reproches directs à la France, mais aussi la France peut avoir des reproches aussi sur un certain nombre de gouvernements africains. Donc il est normal que dans une relation d'amitié, il y a des frictions comme dans tous les couples, et donc on a des désaccords, on a des rivalités, ça c'est tout à fait normal. Mais là, les choses ont pris une dimension plus agressive, et je crois plus stratégique, parce que les humeurs, c'est une chose, la violence, c'en est une autre. Et donc, aujourd'hui, la violence, elle ne vient pas simplement des cœurs africains, elle vient aussi des stratégies politiques qui cherchent à mettre l'Europe à l'extérieur de l'Afrique et qui cherchent à développer un certain nombre d'autres stratégies. Mais nous voyons bien aujourd'hui que l'Afrique est soumise à des pressions. D'abord, la grande pression qui est de la tenaille entre les États-Unis et la Chine, puis un certain nombre d'autres pays comme la Russie. Donc, au fond, nous, on n'est plus du tout dans une stratégie. Vous pensez que vous êtes des boucs émissaires? Je pense qu'on est en effet quelque peu accusé d'un certain nombre de torts que nous n'avons pas. Et qu'au fond, c'est facile aujourd'hui pour tous ceux qui veulent essayer de conquérir l'Afrique de vouloir désigner ce qui est notre passé. Mais nous, aujourd'hui, on a compris et on veut que l'Afrique soit l'espoir du XXIe siècle. Et donc, ce n'est pas pour nous, pour l'Europe ou pour quiconque, c'est pour les Africains. Et donc, si l'Afrique ne trouve pas sa voie pour le XXIe siècle, on est tous perdants. En fait, je crois que l'Afrique, elle est aujourd'hui prise entre deux tensions. Le poids de son passé, sur lequel nous ne sommes pas innocents, et le poids de son avenir. Tout le monde l'annonce comme étant le continent du XXIe siècle. Et donc, je comprends bien que les jeunes Africains se disent, d'un côté, on a des pesanteurs du passé, et de l'autre côté, on a une sorte de pesanteur de notre avenir, une sorte de stress de l'avenir. Donc, je pense qu'il faut aider l'Afrique, et en tout cas, en ce qui concerne la France, nous voulons aider à son développement. L'Afrique pour les Africains. Alors, le président Emmanuel Macron, à l'instar de ses prédécesseurs, avait affirmé en 2017 qu'il n'y avait pas de politique africaine de la France. Mais comment comprendre qu'il vienne tenir un discours sur la politique africaine de la France il y a encore quelques jours? C'est quoi ce paradoxe? Ce paradoxe, c'est que simplement, en France et en Europe, on nous accuse d'avoir toujours une politique africaine. On nous accuse de toujours vouloir, parce qu'on a des liens d'amitié. La Tunisie, c'est pas rien. La Côte d'Ivoire, c'est pas rien pour nous. On a des points en commun. Et donc, à chaque fois qu'on essaie de valoriser cette fraternité avec l'Algérie, avec le Maroc, avec un grand nombre de pays, on a évidemment une histoire commune. Et on ne peut pas tracer... Il y a dans cette histoire des choses négatives. Il y a dans cette histoire aussi des choses formidables. On a des liens... Quand je suis en Côte d'Ivoire, je sens quand même des liens très affectifs. Je sens que je ne suis pas chez moi, je ne suis pas en France, je suis dans la différence, mais je suis dans une différence fraternelle. Et donc, c'est pas la même chose forcément avec des Allemands, des Américains, voire des Chinois. Donc, je comprends bien qu'on a besoin de l'argent des Chinois, on a besoin... Nous, aujourd'hui, en Europe, on a moins d'argent qu'on en avait. Mais aujourd'hui, je pense, moi j'ai une relation très fraternelle avec un grand nombre de peuples africain, mais le fond de l'affaire, c'est de me dire que le développement de l'Afrique fait partie de la paix du monde et fait partie de la paix européenne. Et donc, moi, je ne crois pas que mes petits-enfants seront heureux en Europe si les petits-enfants de M. Ouattara en Côte d'Ivoire sont malheureux. Nous sommes liés les uns et les autres par un bonheur commun qu'il nous faut partager. J'entends bien, mais je reviens sur ce discours. Était-ce opportun de tenir ce discours? C'est toujours difficile, vous savez, dans la politique, et surtout quand il faut concilier une opinion publique nationale qui vous élit et puis des partenaires auxquels vous devez parler. Et je pense que, vous savez, il y a beaucoup de Français aujourd'hui qui disent on a des soldats qui meurent en Afrique pour la sécurité de l'Afrique, et puis en retour, on a des formes d'agression. Donc il y a un certain nombre de Français qui se disent
Bon, écoutez, prenons un certain nombre de distances. Ce n'est pas la position du président de la République. La position du président de la République, c'est que nos destins sont liés. Nous sommes, leur Afrique, une communauté de destin. Nous avons des différences, nous avons un certain nombre de rapports de force quelquefois, mais qu'il faut pouvoir organiser. Et donc aujourd'hui, ce qui nous paraît le plus important, c'est d'organiser le développement de l'Afrique. Et nous sommes aux côtés des Africains pour le développement de l'Afrique. Pour ce qui est de la sécurité, nous sommes aux côtés de ceux qui veulent nous demander. Si quelqu'un nous demande, et le ministre de la Défense était en Côte d'Ivoire il y a peu de temps, quand on est dans un pays ami qui souhaite notre intervention, qui souhaite notre participation, bien sûr on est au rendez-vous. Mais ce n'est pas une stratégie. La sécurité globale de l'Afrique, c'est à l'Afrique de la décider. Mais c'est peut-être aussi ça la difficulté, parce qu'on entend certains chefs de gouvernement ou chefs d'État des pays africains qui ont dit ouvertement, publiquement, avoir besoin de la France avant que le vent contraire s'impose et que beaucoup disent publiquement ne plus voir la France. Mais ce n'est pas souvent en harmonie avec ce que pensent les populations. Voilà, voici la difficulté peut-être aussi pour votre pays. C'est-à-dire qu'une population donnée peut ne pas vouloir de la présence française, mais le chef de l'État ou le chef de gouvernement peut dire qu'il souhaite la présence de la France. Comment vous faites avec que le chef de l'État se mette en accord avec son opinion. Mais si le chef de l'État appelle Wagner, il doit savoir que Wagner n'a qu'une idée, c'est de mettre la France dehors. Donc il est difficile de dire on veut Wagner et on veut les Français, puisque l'objectif de Wagner, c'est de mettre les Français dehors. Donc nous comprenons les questions de sécurité. Nous comprenons qu'il n'y a pas de développement sans sécurité. Et donc on voit déjà des progrès en Afrique. On voit que l'Union africaine, disons, s'il y a un endroit où le multilatéralisme avance, c'est bien l'Afrique, où on voit qu'il y a des coopérations dans les sous-régions avec l'Union africaine. Donc l'Afrique prend ses stratégies. Si elle a besoin de la France est au rendez-vous. Mais nous, de notre point de vue, notre stratégie principale, c'est le développement. Nous ne sommes pas là pour faire régner un ordre dont les gens ne voudraient pas. Et donc nous ne sommes pas là pour imposer un ordre français ou un ordre européen. Nous sommes là pour aider au développement de l'Afrique pour les Africains. Et si on a besoin de nous en support d'une stratégie de sécurité, naturellement, nous sommes prêts. Je vois que la Côte d'Ivoire est très organisée. La Côte d'Ivoire a une stratégie, est organisée, elle a des institutions stables, elle a un fort développement économique. On peut forcément discuter avec la Côte d'Ivoire. Et donc là, en fonction de ce que peut souhaiter la Côte d'Ivoire, on peut apporter notre soutien parce qu'on a une relation amicale et qu'on a, au fond, confiance dans le système. Mais naturellement, si d'un côté on nous demande d'intervenir et si de l'autre côté on met des gens comme Wagner pour nous chasser, on se dit, écoutez, travaillons le développement et la sécurité, vous en êtes responsable. Alors l'Afrique n'est pas un précaré, a martelé le président français, prenant une posture de modestie et d'écoute dans le prolongement de son discours de Ouagadougou en novembre 2017. Cette humilité souhaitée ou recommandée n'est-elle pas finalement l'aveu d'une arrogance de la France ou de certains Français pendant longtemps? Non, ça, franchement, cette nouvelle génération, il a 44 ans, le président. Et donc, il faut voir que c'est une nouvelle France qui s'exprime. C'est pas la France qu'on a connue avec le général de Gaulle, avec un certain nombre de grands leaders, des personnalités considérables, mais c'est une autre France aujourd'hui. On a des ministres qui ont 35 ans, qui ont 40 ans, et ils voient les choses de manière différente. Et de ce point de vue-là, ils n'ont pas de prétention hégémonique. Ils ont plein de problèmes à régler dans la société française. Nous avons la pression de la Chine, la pression des États-Unis, la guerre en Ukraine, nous sommes en guerre. Et nous avons cette situation de l'Afrique, qui est une situation qui nous est commune d'une certaine manière, puisqu'on a un avenir commun. Donc il n'y a pas du tout de volonté qui serait une volonté expansionniste. Cette humilité du président, voyez-la comme une humilité d'une génération. La France a changé de génération. Et donc ça se voit à tous les domaines, que ça se voit sur les mœurs, que ça se voit sur la transition écologique, que ça se voit sur le numérique. La France a changé de génération. Cette nouvelle génération, elle est plus humble et elle veut de l'Afrique un lien de fraternité qui ne soit pas un lien de soumission ou de dépendance. Mais c'est là où le bas blesse avec Emmanuel Macron, parce que c'est vrai qu'à sa décharge, il a posé plusieurs actions, peut-être insuffisantes au regard des populations, mais il a posé des actes.
Mais en même temps, c'est sous sa présidence, sa gouvernance, que le désamour est le plus, on va dire, flagrant. Ce sentiment anti-français est le plus, en tout cas, le plus diffus. Emmanuel Macron donc entame sa tournée. Il va passer par le Gabon, l'Angola, le Congo, la République démocratique du Congo. Et là aussi, c'est la difficulté de nos relations. Certains de ces chefs d'État sont décriés, hein, mais on se demande, est-ce que c'est de la responsabilité d'un président français de venir dire qui sont les bons et qui sont les mauvais présidents en Afrique? Ce n'est pas la responsabilité de dire qui sont les bons, qui sont les mauvais. Et pourtant, ça a été fait régulièrement. Ça a été fait, mais c'était fait dans un certain passé. Aujourd'hui, on a un président de la République qui, par exemple, soutient M. Zelensky pour l'Ukraine, mais continue à parler avec M. Poutine. La France, elle parle avec tout le monde. La France, de ce point de vue-là, est gaulliste et restera gaulliste. Et donc, on veut parler avec tout le monde. Et un chef d'État qui est légitime, nous discutons avec un chef d'État légitime. Et donc, ce n'est pas à nous de pouvoir... il se trouve mais c'est quoi un chef d'État illégitime? Parce que dans ce cas, on peut dire que les militaires sont illégitimes et pourtant il faut discuter avec eux. Certains, leurs élections, on doute de la sincérité du scrutin, du vote et du résultat. Ils sont peut-être légalisés, mais ils ne sont pas légitimes. Comment on fait la part des choses? Nous discutons avec les responsables. Et le président, qu'il soit en République démocratique du Congo, qu'il soit au Congo-Brazzaville, au Gabon, actuellement. Au Gabon. Donc tout ceci se fait avec les gens qui sont en place et donc dans l'intérêt de la responsabilité collective. Nous ne sommes pas juges et nous ne sommes pas propriétaires de l'idée démocratique. Vous savez, cette nouvelle génération politique, il faut bien que l'Afrique intègre que le président français, il a 44 ans. Il a été élu à 39 ans. Et donc, pour lui, par exemple, il n'y a pas un modèle démocratique. Le modèle japonais n'est pas le modèle de la Corée du Sud, n'est pas le modèle d'Israël, n'est pas le modèle de l'Allemagne, n'est pas le modèle du Brésil. La démocratie, elle a des grandes variantes. Ce que nous voulons aider aujourd'hui, c'est le développement de l'Afrique. Et donc, de ce point de vue-là, ne voyez plus de prétention politique de la part de la France. Voyez simplement que stratégiquement, nous avons tous besoin d'un développement de l'Afrique. Il y a 1 milliard de jeunes d'ici la fin du siècle qu'il faut intégrer. Et en fait, d'un côté, il y a le développement, de l'autre côté, il y a le terrorisme. Et donc, ce qu'on veut, c'est aider le développement contre le terrorisme. Mais c'est vrai que vous parliez du passé, ce passif, et on parlait de l'avenir, qui là aussi interroge. Mais restons sur le présent, parce que finalement, dans les revendications, elles sont assez récentes dans les actes posés ou les discours tenus par le chef de l'État français. Je reviens sur les chefs d'État parce que c'est ce qu'on voit sur les réseaux, ou en tout cas quand on discute avec la jeunesse africaine. C'est finalement ce double langage avec certaines personnalités de premier rang dans les différents pays. On l'a vu au Tchad, souvent on nous reprend cet exemple, puisque le Tchad est un point stratégique pour la France. Et on l'a vu comme si le président français avait adoubé une espèce de monarchie qui s'instaurait, et toute l'Afrique centrale est frappée par ça. C'est ça encore la difficulté, c'est qu'on se dit qu'en venant même au Gabon, les opposants disent que c'est une manière aussi de légitimer la future élection dans quelques mois qui va peut-être encore consacrer le président Ali Bongo. C'est ça qui est dit en filigrane. Vous savez bien la complexité de l'Afrique qui fait qu'il est impossible d'avoir en Afrique un rêve d'un système politique unitaire. Donc, par définition, il faut accepter la diversité. Et si on est africain, si on est ami, amoureux de l'Afrique, il faut accepter la diversité. Et donc, c'est certainement pas à nous d'aller dire voilà les bons, voilà les mauvais. Ça, nous n'en sommes pas capables et nous ne voulons pas le faire. Donc, ce qui est très important, c'est qu'à partir du moment où on a des soldats qui sont engagés, où on a des morts, moi j'ai assisté à des enterrements de soldats français morts en Afrique, avec souvent des centaines, des milliers de personnes.
Et donc, on doit respecter aussi ceux qui sont morts pour la sécurité. Et donc, pour nous, on est obligé de travailler, quand il s'agit de sécurité, de travailler avec les partenaires qui sont aujourd'hui en place et qui... Au pouvoir, vous voulez dire. C'est de la real politique? C'est de la réelle politique? Non, c'est la question de la sécurité, parce que nous engageons des soldats. Moi, je suis élu d'une région, enfin, j'ai été très longtemps élu d'une région qui avait le RICM, combattant, et je suis allé très souvent à des enterrements de soldats qu'on avait envoyés au feu. Et donc, c'est notre responsabilité. Et donc, on est naturellement obligé de penser à leur sécurité. Et on ne va certainement pas trahir les partenaires avec lesquels ils sont engagés. Donc, il faut bien mesurer ça. C'est pour ça que je pense que dans la nouvelle donne qui est aujourd'hui celle de l'Afrique, la France affirme l'idée selon laquelle il faut peut-être moins de soldats et plus de développement. Et c'est le développement qui devient notre priorité. Et c'est pour ça, parce que la complexité des choses faisant que sur la sécurité, on ne peut pas à la fois perdre des gens sur le terrain et en même temps se faire accuser de gérer des mauvaises causes. Donc nous disons, de ce point de vue-là, nous mettons le cap sur la sécurité. Et ceux qui veulent que nous nous engagions pour leur sécurité, nous sommes prêts à le faire, mais nous le faisons avec des accords de responsables avec lesquels nous avons vraiment des visions partagées. Alors, la Chine, très discrètement, en tout cas plus discrètement que d'autres, s'étend sur le continent africain, sur le plan économique, vous parlez de développement, et c'est un pays auquel vous êtes très attaché, hein, vous avez toujours essayé de faire le pont entre la Chine et la France, quand vous étiez Premier ministre de la France. Votre pays d'origine et votre pays de cœur s'affrontent sur le continent, hein, sur le plan économique. Mon pays de cœur, c'est la France. Ah non, le pays d'origine, c'est la France, et le pays de cœur, c'est la Chine. Non, le pays de cœur, c'est la France. Ah, le pays de... D'accord. En plus, j'allais vous demander... Vous savez, un dilemme, moi, je suis monogame. Oui. Quand j'aime une fois. Donc, c'est la France, uniquement la France. Donc, je discute avec la Chine. Oui. Je négocie quelquefois avec la Chine. Mais mon cœur, comme mon cerveau, il est avec la France. Donc, on imagine... Il restera avec la France. Donc, on imagine que vous souhaiterez que l'expansion soit plus française que chinoise. Vous regrettez on va dire, cette prise du marché africain par les Chinois? Je pense ça vous inquiète? C'est préoccupant, d'autant plus que les Chinois. Vous savez, Jacques Chirac, qui connaissait bien l'Afrique, me disait toujours, avec les Chinois, sois prudent. Ils sont aussi intelligents que nous, ils travaillent 2 fois plus, et ils sont 1,4 milliard. Donc on les a avec nous pour un certain temps. Et je pense qu'il faut avoir cette idée en tête. Et moi, je crois que nous avons besoin des moyens chinois pour aider au développement de l'Afrique. Soyons réalistes, ce ne sont pas les moyens de l'Europe qui suffiront à développer l'Afrique comme nous souhaitons. Les dernières grandes constructions sont chinoises. Et donc, ce que moi je souhaite, et ce pourquoi je travaille, c'est d'avoir un accord multilatéral entre la Chine d'une part, l'Europe d'autre part, et l'Afrique, pour faire un développement de l'Afrique pour les Africains. Et donc ça, c'est une approche en se disant, arrêtons de travailler les uns et les autres, chacun dans notre domaine, faisons en sorte qu'il y ait une stratégie pour les Africains de l'Afrique et que nous puissions mêler nos interventions. Et ça, on peut associer à cela le Japon, qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique aussi, l'Inde, qui s'intéresse beaucoup à l'Afrique, et d'avoir un partenariat. On a bien vu avec l'Afrique que le bilatéral est toujours suspect. Pourquoi tu m'aides? Pourquoi tu donnes ça? Si tu donnes ça, c'est parce que tu as un intérêt. Et donc, vaut mieux une logique qui est multilatérale, c'est-à-dire plusieurs États qui se mettent ensemble avec un certain nombre de moyens pour développer l'Afrique pour les Africains. Non, mais là, quand même, excusez-moi, monsieur le Premier ministre, ça paraît un peu... voilà, être trop merveilleux pour être vrai. Il y a quand même une concurrence, il y a de la stratégie, il y a les intérêts. Et De Gaulle lui-même disait, les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Donc, mais je vous signale que la proposition des Chinois a été faite à un Premier ministre qui s'appelait Manuel Valls, avec un autre Premier ministre qui s'appelait Li Keqiang, pour faire un sommet à Dakar sur une coopération entre l'Europe, la Chine et l'Afrique. Et depuis. Donc c'est une idée qui avance doucement, mais c'est une idée qui existe et qui est pas une utopie. Et donc il y a un certain nombre de relations avec les entreprises. Au début, les entreprises françaises ne voyaient pas un grand intérêt de travailler avec les entreprises chinoises, mais on a vu à la demande des Africains souvent voir que les Chinois auraient besoin d'être un peu apprivoisés avec les modes de vie, avec un certain nombre de l'Afrique. Et donc, il y a des
des idées qui sont en train d'être travaillées. Ce qui compte, c'est non pas de vouloir dominer l'Afrique, ni pour les Chinois, ni pour les Français, ni pour les autres. C'est pas dominer la Chine, c'est de développer l'Afrique pour les Africains. Mais dans ce cas, faudrait-il encore que les Africains puissent choisir ses partenaires, tant sur le plan militaire, sécuritaire, tant sur le plan économique, que sur le plan culturel. Ça, nous le souhaitons. Nous le souhaitons. La seule façon qu'on ait une relation apaisée, c'est que les Africains choisissent. Et décident. Et qu'il y ait cette unité africaine pour choisir. L'unité africaine progresse, et c'est pour ça qu'on est plutôt optimiste sur ce choix. Il y a une autre guerre qui se poursuit depuis plus d'1 an maintenant, l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Vous avez dit récemment dans un article qu'on doit s'attendre à une guerre qui dure. Vous le croyez sincèrement ? Je le crois et je le crains, parce que je vois bien que M. Poutine n'est pas pressé. Dans son dernier discours, on l'a vu annoncer un certain nombre de décisions sur la Russie qui ressemblaient à préparer les Russes à une guerre longue. On voit bien que M. Zelensky veut aller jusqu'au bout. On voit bien que les Américains ne sont pas très pressés d'avancer plus loin. Ils vendent du pétrole, ils vendent du gaz, ils vendent des armes. Et donc, il y a un certain nombre d'acteurs aujourd'hui qui ne font pas de la fin de la guerre une priorité des priorités. Le peuple ukrainien est la première victime de cette tragédie. Mais la seconde victime, c'est l'Union européenne. L'Union européenne qui, avec l'inflation, qui, avec la crise de l'énergie, qui, avec un certain nombre de divisions, risque vraiment de connaître des difficultés. Justement, vous dites le peuple européen, et c'est ce qu'on ne comprend pas dans le choix de l'Union européenne, c'est de laisser son peuple se faire malmener sur le plan économique dans leur quotidien. On ne minimise pas la situation des Ukrainiens, mais on craint le retour de bâton, notamment dans les futures élections, avec peut-être l'arrivée au pouvoir de populistes, de peut-être xénophobes. C'est ce qui arrive généralement au sortir de crise. On ne pense pas, on n'anticipe pas demain ? On anticipe demain. On est obsédé. Moi, je travaille du matin à midi au soir pour essayer d'empêcher que Mme Le Pen vienne en France. Mais je défends aussi un modèle démocratique. Et je vois bien que M. Poutine, il s'attaque à un modèle démocratique. Et je vois bien qu'après l'Ukraine, il peut s'en prendre à d'autres démocraties. Donc nous soutenons l'Ukraine, nous soutenons les démocraties, nous soutenons la liberté d'expression, nous soutenons la liberté des femmes, nous soutenons un certain nombre de valeurs qui font partie du projet européen. Ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas à parler avec Poutine pour trouver des espaces de négociation et au fond pour avoir une fin, si possible, de guerre par un cessez-le-feu et des négociations. Donc nous voyons bien que cette guerre pour nous est une horreur. Bien sûr qu'elle nous pose d'énormes problèmes et elle nous met en cause directement, même la relation franco-allemande qui est le moteur de l'Europe en souffre aujourd'hui. Donc nous sommes bien conscients que le deuxième victime de cette guerre, c'est probablement l'Europe. Mais la troisième victime, ça peut être l'Afrique. Parce que l'inflation, parce que la crise de l'énergie, parce que tout ça va venir greffer des prix, va venir greffer un certain nombre de problèmes sur d'autres problèmes. Et nous voyons bien que cette guerre... C'est déjà un peu le cas, si je puis me permettre. Absolument, c'est déjà un peu le cas. Chez nous aussi. Et l'hypothétique arrivée de la Chine dans ce conflit fait grincer des dents à Washington. On parle d'armes, livraison d'armes en faveur de Moscou. Avez-vous les mêmes craintes, c'est-à-dire celle d'une escalade ou voire même d'une troisième guerre mondiale ? Si la Chine s'en mêle. Je pense que nous avons des risques très importants de cette escalade. Parce que même si aujourd'hui la Chine, je ne sais pas si elle livre des armes, je ne sais pas le dire, mais ce que je sais, c'est qu'on est en escalade. Parce que quand les Américains disent la Chine envoie des armes, la Chine répond par un plan de paix. Donc on voit bien qu'il y a une escalade et qu'en permanence, nous sommes face à deux propagandes qui s'envoient un certain nombre de missiles. C'est le conflit sino-américain qui se dessine en dessous. Absolument. Ça, c'est sûr que le conflit sino-américain est la matrice de la gouvernance mondiale aujourd'hui. Moi, j'ai vu les Américains nous mentir. J'étais avec Colin Powell, George Bush, avec Jacques Chirac, on y était 4 à dîner, et j'ai vu George Bush me dire « Mais nous avons les preuves !» Et Colin Powell « Le président a raison, nous avons les preuves !» Et en fait, ils n'avaient pas les preuves. Donc je les ai vus mentir. Mais je les ai vus aussi dire la vérité
quand ils nous ont dit les Russes vont agresser, tout ça. Oui, c'était les premiers à nous dire ça va se passer. Ce qui est terrible avec les menteurs, c'est quand ils disent de temps en temps la vérité. Et donc, moi, je suis très inquiet dans cette propagande parce que je vois bien qu'il y a un certain nombre de risques. C'est pour ça que je souhaite la souveraineté de l'Europe. Je souhaite que nous puissions être capables de faire en sorte qu'on ait une sorte de leadership qui nous fasse respecter et qui puisse correspondre à notre alliance avec l'Afrique. Et de mon point de vue, c'est tout ce qui touche à la planète. Parce qu'il y a un consensus dans tous les pays du monde. Les jeunes défendent la planète pour défendre le monde entier. Et au fond, c'est peut-être là le nouvel humanisme. Mais l'Afrique, comme l'Europe, on a un intérêt commun, c'est que la lutte contre le changement climatique devienne la priorité de notre grand continent euro-africain. Ça, je pense que c'est comme ça qu'on sera respecté dans le monde, parce que vous soyez à Chicago, que vous soyez à Shanghai, que vous soyez à Bangalore, que vous soyez à Abidjan ou à Chasseneuil-du-Poitou, dans mon village, tous veulent défendre la planète pour défendre l'humanité. C'est ça qui devrait être, à nous, euro-africains, le vrai combat de notre vie. Allez, on va finir avec ça. Ces derniers jours, vous avez été décoré par le président Emmanuel Macron de la Grande Croix de la Légion d'honneur. Et il a dit de vous, ce qui est honoré à travers Jean-Pierre Raffarin, c'est un certain tempérament français, provincial et mondial, rusé et sincère, travailleur et épicurien, paysan et voyageur. C'est ça, Jean-Pierre Raffarin, c'est tout ce paradoxe de l'ancien Premier ministre? Eh bien, je pense que toute personne humaine est paradoxale. Quand une personne humaine se trouve très bien, il faut s'en méfier. Mais quand elle se trouve très mal, il faut s'en méfier aussi. Parce que nous avons du bien et du mal à l'intérieur de nous-mêmes. Nous sommes, au fond, une personnalité complexe. Et donc, l'honnête homme du XXIe siècle, c'est celui qui a conscience de son mal, mais qui développe son bien. Et c'est ce que j'essaie de faire en me battant pour la paix et en formant des jeunes, comme ici à Abidjan, en formant des jeunes à la paix. Là, j'ai le sentiment que je développe un peu la meilleure partie de moi-même. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Habituellement, on clore cette émission avec une citation, mais me rappelant vos célèbres raffarinades, ai-je droit à une raffarinade? Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Ce qui est très important, c'est de penser au-delà de l'actualité. Souvent, le citoyen, il pense à l'immédiat, mais le politique doit penser aussi à au-delà de l'immédiat. Quand l'immédiat dévore, l'esprit dérive. Évitons que les esprits dérivent. Allez, ça sera le mot de la fin. Merci infiniment, Monsieur le Premier ministre, d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur notre plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup.